Bonjour à tous. Vous écoutez Québec-Lévis, regard en 24 minutes. Je m'appelle Louise Boisvert. Troisième épisode de notre balado d'analyse politique à Québec. Au menu cette semaine, troisième lien, version Christine Fréchette cette fois-ci. On retourne à l'Est avec le privé, mais on met en place entre-temps des mesures pour améliorer la fluidité près des deux ponts existants. On abaisse aussi le tablier du pont de Québec. Est-ce que c'est suffisant pour remettre le couvercle sur la marmite? On souligne ces jours-ci les 100 premiers jours des administrations municipales au Québec. Le maire Marchand entre les affaires municipales et les débats sur l'immigration. Est-ce qu'il porte son regard au bon endroit? On va aussi se poser la question pour l'opposition officielle. Et comment se porte notre démocratie municipale? Le maire de Saint-Antoine-de-Tilly démissionne. C'est le troisième maire à quitter ses fonctions depuis 2021 en raison du climat tendu. Avec moi pour en discuter, Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Louise. Et Olivier Lemieux, journaliste spécialisé aux affaires municipales. Bonjour, Olivier. Bonjour. Notre invitée cette semaine, Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe à l'information du Journal de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour. Et c'est à vous que revient aujourd'hui le plaisir de nous mettre la table sur ces derniers jours en politique. Ben, j'ai trouvé que ça a été une semaine où on était inondé de toutes sortes de données pas très claires concernant l'immigration, les débats entourant le PEC et aussi inondé d'informations erronées concernant le troisième lien. Là, j'étais au point de presse là, de l'équipe de Mme Fréchette. J'ai écouté ce que son équipe, ce que M. Drainville a dit, puis je trouve qu'on est souvent à côté de la traque en bon français. Là, donc, c'est une semaine un peu particulière. Alors, notre balado est enregistré toutes les 2 semaines. On va mettre la table justement sur ce premier sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Christine Fréchette, candidate dans la course à la succession de François Legault à la CAQ, était attendue de pied ferme avec sa proposition de troisième lien. Elle a mis fin au suspense en déposant un plan en 3 phases qui comprend des solutions pour améliorer la fluidité de la circulation, assurer une sécurité économique en abaissant le tablier du pont, et elle relance le débat pour un troisième lien plus à l'est, construit avec le privé et avec un péage pour les futurs utilisateurs. On va entendre Christine Fréchette, Bernard Drainville, son adversaire dans la course, en réaction, suivi du maire de Québec et de Marie-Josée Morancy de la Chambre de commerce du Grand-Lévis. Voici le résumé en 24 secondes. Si je suis élue chef de la CAQ, je mandaterai le ministère des Transports pour lancer un appel de proposition pour un lien situé plus à l'est. Et ce nouveau lien devra faire l'objet d'un partenariat avec le privé. Elle y met tellement de conditions que dans les faits, il ne se fera jamais. Il y a des bonnes choses dans ce qui est proposé par Mme Fréchette. Là. J'ai juste peur que le troisième lien ne se fasse pas. Alors, c'est un résumé de ce qu'on a entendu cette semaine dans ce dossier-là. Karine a mis la table. Messieurs, vos commentaires d'abord sur cette proposition de Mme Fréchette qui était attendue. Olivier. Écoutez, jamais 203, jamais 203. On va parler du troisième lien. La prochaine campagne électorale provinciale, c'est confirmé parce que peu importe qui va diriger la CAQ, ça va faire partie de la plateforme du parti. On parle d'un pont à l'est maintenant. On avait recentré ce projet-là. On l'avait rapproché des ponts existants. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, c'est très coûteux à l'est. Moi, je vais vous dire, là, il y a des gens qui le voient comme un pont, un tunnel, le troisième lien. Ça ressemble de plus en plus à un aspirateur. Un aspirateur de vote caquiste dans la région de Québec. Oui, vous pensez que c'est encore un ascendant? Écoutez, quand on a demandé à M. Bonnardel à la conférence de presse de mardi pourquoi on le ramenait à l'Est, il a répondu tout bonnement parce qu'il y a des appuis, parce qu'il y a des votes à l'enjeu. Ça semble être ça, la solution. Alexandre. Moi, j'ai envie de dire enfin. Enfin? Enfin, on va parler d'autre chose que du troisième lien. Ah, là, ça s'inscrit en faux avec Olivier. Là. 100 mais là, la classe journalistique a ses propres preuves à faire dans le dossier, je dirais, là. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec les propositions de Mme Fréchette, là, on va parler d'apaisement, de congestion routière, parce qu'elle propose des mesures dans des phases préliminaires bien avant d'en arriver au troisième lien. Elle nous parle d'abaissement du tablier du pont de Québec. Elle nous parle de gestion dynamique des voies sur le pont Pierre-Laporte. Elle nous parle de réaménagement de la tête des ponts au nord, au sud. Elle nous parle d'un viaduc à l'angle Robert-Bourassa-Le Bourgneuf. Ça, là, ce sont des solutions qui sont connues depuis des années, qui se trouvaient dans les cartables que Geneviève Guilbeault trimbalait avec elle en 2023 quand elle a largué le troisième lien autoroutier. Et ça fait 8 ans que personne n'en parle nulle part. Au gouvernement. Bien, au gouvernement. Et là, ça revient au jeu. Ça va forcer les autres partis politiques à présenter
eux aussi des plans de mobilité complets pour la grande région de Québec. Si Mme Fréchette devient chef de la coalition Avenir Québec, il n'est pas parfait son plan. Elle ne parle pas de transport collectif ou à peu près pas. Elle propose d'élargir l'autoroute 20 à Lévis sur 6 km de plus, alors que la science nous dit qu'élargir des autoroutes, ça fait juste provoquer plus de congestion à moyen, à long terme. Il n'est pas parfait son plan, mais au moins, elle utilise ce que sur les tablettes du ministère des Transports du Québec et elle le met quelque part au jeu pour les prochains mois. Ça, si on décide d'en parler, Ouais. ça va changer la donne. Si on décide de continuer à parler d'un projet, d'un projet de troisième lien qui n'existe pas, évidemment, on ne changera pas le monde, là. Mais donc, son plan n'est pas parfait, mais ça a quand même permis au maire de Québec, pour dire une rare fois, qu'il y avait des bonnes choses dans ce qu'elle présentait. On l'a rarement vu enthousiaste et souriant quand il parlait du troisième lien, là. Moi, j'admire ton optimisme, Alexandre. Je pense vraiment qu'on n'a pas fini du tout d'en entendre parler. Puis, pas de la faute des journalistes, mais parce que Mme Fréchette, elle l'a maintenu, là, le projet quand même. Elle maintient, moi, ce que j'ai appelé le mirage du projet, parce que je crois qu'ils n'ont pas le choix, là. C'est comme un peu dans l'ADN, hein? On l'a dit beaucoup, là. C'est Sylvain Lévesque qui avait dit ça récemment, là, que c'était dans l'ADN du parti, ce projet-là, mais ça reste quand même illusoire. Et bien, je comprends, M. Marchand, d'être positif par rapport aux mesures annoncées à court terme, parce que ça fait longtemps que ça aurait dû, en fait, faire partie des plans du gouvernement. On les a souvent questionnés là-dessus, là. Entre autres, l'abaissement du tablier du pont de Québec, c'était réclamé. Ils refusaient absolument d'envisager cette possibilité-là, alors que ça permettait de faire circuler les marchandises. Même chose pour la 7e voie en alternance là, sur le pont Pierre-Laporte. La Ville de Québec l'a demandé dès 2017. Hein. C'était M. Labaume qui était là à l'époque. Il y avait eu tout un rapport, une présentation au ministère des Transports et le gouvernement refusait, même s'il y a eu aussi un rapport qui a été déposé au ministère des Transports, encore là, pour dire que c'était une solution viable. Il refusait de l'envisager. Alors, on sait que ce sont des solutions qui sont intéressantes et je comprends donc le maire de les saluer. Maintenant, je pense que malheureusement, le troisième lien va continuer d'occuper beaucoup d'espace étant donné qu'on ne l'a pas, qu'on n'a pas opté, en fait, pour ce qui semble être la seule solution qui est intéressante et qui est dans le plan cité de CDPQ, c'est-à-dire le tunnel pour le transport collectif entre les deux centres qui se ferait à partir de 2035. Mais on n'a pas senti que tout le monde déchirait sa chemise cette semaine. Peut-être Bernard, à l'exception de Bernard Drinville, qui a probablement raison dans sa sortie en disant que ça ne se réalisera pas, Olivier. C'est difficile de penser qu'un partenaire privé pourrait trouver une solution rentable pour faire un pont. Difficile de penser aussi qu'il ne se butera pas aux mêmes enjeux que le ministère des Transports s'est buté en raison des enjeux patrimoniaux, de la pollution que ça va amener, des terres agricoles, les expropriations. Donc, je suis d'accord avec tout ça. Là. Depuis 7, presque 8 ans, la CAQ a poussé de toutes ses forces ce projet-là qui n'a jamais dépassé l'étape des croquis. Alors, rendu là, c'est plus un projet, c'est un concours de dessin. C'est ça qu'on a eu. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Ça va dépendre de l'énergie de la CAQ et de l'intention qu'elle a toujours de le faire avancer ou pas. Mais n'oubliez pas que d'ici la fin de l'année, on va avoir un avis de proposition. La CAQ va sonder l'intérêt du privé. Il va se passer quelque chose. Alors, il y aura des occasions d'en reparler. On sait que le Parti conservateur du Québec continue à vouloir un troisième lien. C'est pour ça que, avec le respect que j'ai pour mon collègue Alexandre, moi non plus, je ne pense pas qu'on va éviter ce projet-là dans la prochaine campagne électorale. Alexandre, vous avez le dernier mot là-dessus. Je dis pas qu'on va l'éviter complètement dans la prochaine campagne. Je dis que le troisième lien est un projet qui, si on décide d'en parler un peu moins, va mettre la table pour d'autres choses qui sont des solutions connues, qui vont fonctionner à court et moyen terme si on les met en place. Mais pour l'instant, on continue de concentrer toute notre attention sur un projet que, je vais vous dire bien honnêtement, quand je dis entre les lignes, j'ai l'impression que Mme Fréchette l'a largué, le troisième lien. Quand on le rend conditionnel à un intérêt du secteur privé et à une saine gestion des finances publiques, excusez-moi, vous avez deux items qui me semblent très peu compatibles et avec un la appui du réalisation. fédéral. Oui, Aussi. ça prend, oui. Ça fait 3, vous avez raison. Bon, alors, je vais aussi donner la parole à Karine, puisque tout le monde est intervenu. Oui, parce que c'est juste que je vois mal comment ça peut être évacué des débats, puis des débats au centre des enjeux dans la région, parce qu'on a Charles Milliard, le chef du Parti libéral, qui a dit qu'il était en faveur du même projet que Mme Fréchette, puis on a Éric Duhem qui défend l'idée d'un troisième lien en passant par l'île d'Orléans, le Parti québécois qui est aligné plus sur
le plan cité de CDPQ. Puis on a QS, Québec solidaire, là, qui plaide pour plus le transport collectif. Alors, c'est sûr que ça va encore susciter des débats puis des échanges vigoureux. Là. Moi, je m'attends à ça. Bon, alors on verra. On va passer maintenant aux affaires municipales parce qu'on a passé le cap des 100 jours pour les nouvelles administrations municipales. 100 jours depuis l'élection de novembre dernier. Le maire de Québec qui a marqué le coup en s'adressant aux gens d'affaires de Québec en leur présentant sa vision économique pour les 4 prochaines années. Une allocution faite de taxes, de promesses et de PEC. Première question, est-ce que vous avez l'impression que M. Marchand a bien aligné son prochain mandat, Olivier? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est difficile. Je pense qu'une année préélectorale, c'est difficile. En plus, présentement, on a eu 2 courses à la chefferie, une qui est encore en cours à la CAQ, l'autre qui s'est terminée au PLQ. Il y a beaucoup de compétition pour se faire entendre. Mais je pense que le maire Marchand appuie sur des dossiers nationaux qui ont une résonance à Québec, logement, immigration. Mais il a aussi commencé quand même une étude des programmes de la ville parce qu'on sait que c'est serré financièrement. On parle de patinoires qu'on ne pourra pas maintenir ouvertes potentiellement. On a revu le coût du programme vacances-été, le PVE. Ça, fallait le faire parce que, regardez, si on n'indexe pas des tarifs, éventuellement, on se ramasse avec un choc tarifaire. Donc, il avance sur différents dossiers. Encore une fois, c'est pas facile, mais moi, je pense qu'il y a une idée claire d'où il s'en va. Oui. On a l'impression quand même que la Ville de Québec, comme bien d'autres villes au Québec, arrive à une espèce de mur là, en ce qui a trait aux finances publiques. Et ce sera probablement une bonne année pour discuter de ces enjeux-là, étant donné qu'on entre dans une campagne électorale provinciale. Mais on sent aussi que les villes, Alexandre, vont devoir faire des choix difficiles. À Québec, on a choisi depuis plusieurs années de garder le taux de taxation assez bas. Mais on dirait qu'on commence à être un peu coincé avec ce choix-là qu'on a fait. Oui, puis on le voit avec certaines annonces du municipal, tant à Québec qu'à Lévis, qu'il y a des années peut-être pas très faciles qui s'en viennent, que le provincial est donné aux municipalités la possibilité, par exemple, de hausser la taxe sur l'immatriculation. On se rend bien compte que ça ne fait pas des miracles. Là. Ça n'apporte pas des sommes colossales qui permettent de régler tous les problèmes. Il y a un chantier qui est en cours, par contre, à l'Union des municipalités du Québec. On a commandé un rapport à 2 anciens ministres des Finances, Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau. Les conclusions vont être publiées quelque part au printemps, mai ou juin. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y aura là-dedans parce que c'est clair qu'il faut trouver des solutions pour les prochaines années aux défis énormes qui attendent les municipalités. Puis là, on parle de court-moyen terme, là, avec les nouvelles normes pour les eaux usées, par exemple. Là, c'est pas dans 20 ans qu'il faut de l'argent, c'est dans 4-5 ans. Oui. Le temps presse, là. Oui, puis manque de programme en lien avec ça. Karine, on l'a vu aussi, cette semaine, la Ville de Québec a déposé ses demandes prébudgétaires, là, parce qu'on est dans cette période-là. Éric Girard va déposer éventuellement un budget. On ne sait pas si ce sera avant ou après la course au leadership à la CAQ. Mais on sent que les items qui sont là, ils reviennent constamment. On ne règle jamais les problèmes. On parle de logement, on parle d'itinérance, encore une fois, d'infrastructure. Le message des villes porte difficilement, on dirait, du côté du gouvernement. On les entend pas très bien. Non, mais ça a été difficile avec ce gouvernement-là pour les maires et mairesses en général. Ils n'ont pas l'impression d'être beaucoup écoutés. Puis c'est vrai que c'est les mêmes demandes qui reviennent. Puis moi, j'entends beaucoup en coulisses que la Ville de Québec ou Québec, là, dans l'ensemble, ça ne peut pas être qu'un tramway parce que là, il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent. Mais les gens se demandent, ça va être quoi les prochains projets? On est habitué à Québec d'avoir une ville où ça bouge. C'était ça sous M. Lallier, puis je pourrais remonter avant, c'était ça sous M. Labaume. Mais bon. Puis là, on a tellement, le tramway a tellement monopolisé les débats. Là, on arrive à l'approche de la réalisation, mais on se dit, c'est quoi notre ville? Qu'est-ce qu'on fait avec... qu'est-ce qu'on va faire pour le quartier Saint-Roch? Là, il y a un plan qui s'en vient. Donc, ça va être une grosse année là-dessus. Le maire a fait beaucoup de promesses en campagne électorale. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Comment on va arriver à changer les choses? Parce qu'on a beaucoup le discours de « Ah non, tout est beau, tout va bien », mais c'est faux, là. On a juste à aller se promener dans le secteur, en parler aux résidents, aux commerçants. C'est pas facile. Donc, on va attendre aussi des solutions. Le maire se dit beaucoup ouvert aux idées, aux projets, mais dans quoi il va embarquer, là, moi, je vais trouver intéressant de suivre ça. Et d'ailleurs, ces lettres mandats, là, les mandats qu'il veut donner à son conseiller, on devait avoir ça en janvier. On est rendu presque à la fin février. On voit qu'ils prennent leur temps de bien
positionner chacun des conseillers pour savoir qu'est-ce qu'on va leur demander pour la suite des choses. Olivier, vous le mentionniez au départ, c'est difficile pour le maire ou pour les maires de se faire entendre ou de se faire voir dans une course préélectorale au niveau provincial. Mais il y a un endroit où le maire s'est probablement illustré depuis les derniers mois, c'est dans le dossier de l'immigration. On va parler un petit peu du PEC, là, du programme de l'expérience québécoise qui retient l'attention depuis décembre dernier. Le maire de Québec est devenu comme le porte-parole de cette quête-là pour permettre à plus d'immigrants de pouvoir rester sur le territoire québécois. Mais cette semaine, il a dû faire une mise au point parce qu'il donne l'impression peut-être qu'il veut accepter beaucoup plus d'immigrants que ceux qui se qualifient pour des programmes. On va écouter M. Marchand dans sa mise au point. Il y a des gens qui ont essayé d'étirer ce qu'on a dit, peut-être certains chroniqueurs et d'autres, pour dire « Ah, attention, ces gens-là veulent admettre toute personne et ça va devenir un bar ouvert. » On l'a entendu. Jamais, 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 jamais depuis décembre, j'ai parlé de bar ouvert, j'ai parlé de tout le monde. Jamais. Alors oui, je sens le besoin de préciser ce qui pour moi a toujours été clair. Karine Gagnon, vous avez écrit là-dessus dans les derniers jours. Est-ce que vous trouvez que M. Marchand est au bon endroit dans ce débat-là ou s'il en fait trop? Bien, je trouve qu'il marche sur une fine ligne. C'est ce que j'ai écrit parce que quand il a commencé à critiquer directement les prises de position du Parti québécois, il n'a pas aimé ça être interpellé pour chiffrer ses demandes. Moi, je trouvais que là, il débordait un peu parce que, bon, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr qu'il peut avoir des discussions avec les partis d'opposition, mais il faut quand même qu'il fasse attention parce que lui, il représente les intérêts de la Ville de Québec. Alors, imaginons que le Parti québécois forme le prochain gouvernement. S'il se place déjà en porte-à-faux, moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour la Ville, pour les intérêts de la Ville et qu'il doit demeurer prudent là-dedans. Puis on voit aussi que c'est pas clair, hein, c'est ce que je disais au début, là, les données puis les besoins pour la Ville, pour les autres villes ne sont pas clairs, à mon sens. M. Marchand avait évoqué là, 13 000 personnes. Là, on ne savait plus trop c'était quoi que ça comprenait. Je vais vous dire, là, une chatte en perdrait ses petits, qu'on dit. Là. Alors, c'est ça. Nous, on suit ça de près, puis on vient un peu confus. Alors, je ne peux pas m'imaginer les gens qui écoutent ça puis qui... Oui, puis c'est un dossier où ça prend tellement de nuances. Ah oui, c'est difficile d'en parler puis d'avoir le bon ton. Expliquer par la suite, mais Olivier, on a vraiment senti dans le discours du maire beaucoup plus de nuances qu'il ne faisait peut-être pas au départ. C'est parce que moi, je crois qu'il saisit, qu'il avance sur une glace mince. Ouais. L'enjeu démographique à Québec, il est réel. On vieillit à Québec. Notre force de travailleurs, les travailleurs actifs, là, elle décroît. Il y a des enjeux économiques, ça, c'est établi. Maintenant, M. Marchand, lui, se fixe deux grandes priorités, l'immigration et le logement. Il ne peut pas oublier qu'il y a un lien entre les deux. Il faut en parler de façon calme, avec des faits qui sont réfléchis. Mais on n'a pas commencé à parler d'immigration, c'est-à-dire de logement au sortir de la pandémie. Là. Il y avait une crise du logement, un très bas taux d'inoccupation à Québec avant la pandémie. Mais c'est indéniable que l'immigration importante de 2023-2024 a mis de la pression sur le marché immobilier de Québec, sur les logements. Une situation qui était déjà en crise. Oui, c'est venu exacerber c'est quelque venu chose. exacerber. Alors, la question de la capacité d'accueil, elle se pose. Il faut le faire de façon, je pense, réfléchie. Mais le maire doit garder ça en tête parce que le logement à Québec, ça touche les gens. Et ça, c'est une corde sensible. Alexandre, est-ce que le maire est à la bonne place dans ce débat-là? Je ne sais pas s'il était à la bonne place au début quand il a fait ses premières prises de parole parce que c'est vrai que c'était un peu approximatif. Ce que je trouve nauséabond actuellement dans l'air entourant ce dossier-là, c'est que tout le monde parle sans trop savoir de quoi il parle. Tout le monde essaie de tirer la couverte de son bord pour des raisons politiques. Certains, c'est pour des raisons économiques. On veut faire fonctionner l'économie. On veut du monde dans les entreprises, on comprend. D'autres, c'est pour lutter contre certaines pénuries, services, logements, etc. Tout ça est tout à fait valable. C'est juste que quand on parle du PEC, ce serait le fun que les gens arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Tout le monde ne pouvait pas passer par le PEC. À l'époque, c'était pour des gens qui avaient une expérience de travail de 18 à 24 mois dans des métiers précis, des catégories d'emploi, ou pour des étudiants qui avaient complété un diplôme dont les 3/4 devaient être en français, des gens qui devaient maîtriser le français au niveau 7 sur l'échelle de maîtrise de la langue. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui pouvait passer par ce programme-là. Grosso modo, entre 5 000 et 20 000 personnes par année qui y avaient accès. Donc, quand on dit
Les demandeurs d'asile, ça n'a C'est pas non. rapport dans le PEC. Quand on parle des détenteurs d'un diplôme d'un collège privé anglophone, ça n'a pas rapport dans le PEC. Quand on parle des travailleurs agricoles, pour la vaste majorité, ça n'a pas rapport dans le PEC. Ouais. Alors, d'un côté comme de l'autre, arrêtons d'exagérer, sachons de quoi on parle, ça va aider tout le monde. Mais c'est pour Va ça faire- qu'il faut être clair. Quand Oui. le maire Marchand dit « Je veux garder 13 000 immigrants temporaires à Québec », c'est pas tous des gens admissibles au PEC. Non, Et c'est depuis ça. le début, Et c'est on pas sent clair. qu'il commence à nuancer un petit peu Voilà. pour expliquer qu'il y a des nuances Et à tout le faire. monde ne veut pas rester, Louise. Certaines Non, personnes c'est sont ça aussi, hein. admissibles, mais Oui. ils ont envie de retourner en France ou en Côte d'Ivoire après. Là. Bon, je Ça vous pose existe. la même question pour l'opposition. Est-ce qu'ils sont à la bonne place depuis le début de leur mandat, Karine? Ben, l'opposition, moi, je trouve qu'il apporte peu de solutions. Je pense que c'est Olivier qui a soulevé ça dans une précédente édition du balado, là, à quel point parfois, bon, on avait l'impression que c'était toujours l'entretien des pistes cyclables Oui. qui était responsable d'un peu tous les problèmes. Là, cette semaine, il y avait une sortie sur les arbres qu'on doit abattre pour les travaux du tramway. On le sait, là, que je veux dire, c'est pas une lubie, là. Ah, on abat des arbres, c'est formidable, mais ils n'ont pas le choix. Ça a déjà été expliqué. Donc, c'est comme si... Ils s'accrochent à des dossiers Oui, qui savent ça qu'il va faire réagir une certaine frange de la population, Oui, mais on c'est n'arrive ça. pas avec des solutions alors que c'est inévitable. C'est ça. Puis M. Lachance, ben, il a un rôle de chef de l'opposition, pas de chroniqueur dans une radio. Puis j'ai l'impression que des fois, il confond les deux. Oui. Alexandre, peut-être là-dessus? Bien, M. Lachance, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas particulièrement distingué par ses prises de position. Mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est une opposition qui est encore toute jeune. On savait qu'il y aurait des défis. Ils sont peu nombreux. Ils apprennent. Mais est-ce qu'ils sont Les- bien entourés? Je connais pas assez l'entourage pour pouvoir répondre à la question. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Éric Ralph Mercier, comme chef de cabinet de respect citoyen, pour lui, c'est une position, je pense, qu'il continue à apprivoiser. Oui. Il m'a pas convaincu lors de son passage à l'Hôtel de Ville, M. Mercier, qui avait toujours une très bonne maîtrise des dossiers. Alors, est-ce que ça s'est amélioré? Ça reste à voir. Mais parfois, M. Lachance, il avance des affirmations qui sont exagérées. Et la question se pose si on n'approche pas d'une apparence à l'occasion de malhonnêteté. Et quand un politicien fait ça, il joue avec sa crédibilité. Moi, j'attends encore la preuve que M. Lachance n'est pas le relais d'une certaine radio à l'Hôtel de Ville et pas simplement ça. Il y a un drapeau rouge qui est levé. Alexandre, il reste peu de temps, mais je veux quand même que vous parliez de Saint-Antoine-de-Tie. Je le disais d'entrée de jeu, troisième maire a quitté ses fonctions. Il y a d'autres conseillers qui sont en train de penser à la Ouais. même chose. C'est un climat tendu. On dirait qu'on s'en sort pas. Oui, bien, lors du dernier mandat municipal 2021-2025, il y a plus de 15 des élus municipaux qui ont quitté en cours de mandat. Le gouvernement du Québec a essayé de réagir. Hein. On a débloqué de l'argent, il y a une ligne d'aide psychologique qui est disponible aujourd'hui. On a même adopté la loi visant à protéger Oui. les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. Les élus peuvent s'adresser à la Cour supérieure pour faire cesser des propos ou des gestes venant de citoyens qui sont des entraves à leurs fonctions, et on ne semble pas avoir trouvé encore la solution qui va éviter ce type de situation-là. Je trouve ça inquiétant. Je me demande c'est quoi les étapes qui vont être nécessaires dans les prochaines années pour éviter qu'on se retrouve avec des climats comme ceux-là dans des petites municipalités où tout le monde se connaît. Ça n'a pas de sens. C'est là aussi que ça ajoute un peu. C'est déjà tout pour ce tour d'horizon d'actualité politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Karine. fait On se plaisir. redonnera Merci à sûrement vous. rendez-vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous deux. Et on va se retrouver bientôt. C'était Louise Boisvert. On se retrouve bientôt. Merci.